Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir dans deux cas précis comment les chimistes peuvent produire des objets moléculaires qui ressemblent à ceux qui existent dans la nature et en particulier, donc plus particulièrement, les systèmes qui font l'oxydation de l'eau et des systèmes qui font la réduction de l'eau. Et j'ai juste une petite introduction parce que peut-être pour la première fois, j'ai mentionné cette notion de catalyseur bio-inspiré. Alors la catalyse, on en a parlé longuement, je voudrais rappeler simplement cela. La catalyse est un des aspects majeurs de la stratégie dite de chimie verte que les chimistes mettent en avant aujourd'hui. Chimie verte qui est destinée donc à faire de la production de composés chimiques le plus économique possible, en limitant le plus possible les déchets et évidemment en limitant la dépense énergétique de ces procédés. Et ce que j'avais mentionné en particulier lors de ma leçon inaugurale, c'est que aujourd'hui il apparaît clairement que 80% des produits chimiques qui sont synthétisés dans les industries chimiques, les industries pharmaceutiques, sont obtenus par des processus catalytiques. Il y a une véritable, je dirais, obsession de l'industrie chimique de passer des procédés stoichiométriques à des procédés catalytiques, et donc la recherche de catalyseurs spécifiques, sélectifs, efficaces, constitue un axe extrêmement important de la science chimique aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer des exemples dans le domaine de la catalyse inspirée par le vivant. On peut appeler ça des biotechnologies en partie, lorsqu'il s'agit des applications. Et aujourd'hui, alors on va définir rapidement ce qu'on appelle biotechnologie, mais aujourd'hui dans l'industrie, à peu près 5% des synthèses de produits chimiques sont faites par des procédés biotechnologiques, et on voit une tendance avec l'augmentation de cette stratégie-là, et disons les prévisions, c'est qu'on arrive à peu près un tiers de la production chimique basée sur les approches biotechnologiques, ce qui est quand même très très important. Alors, c'est une prévision, ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais disons que c'est comme ça que les gens voient les choses. Alors, il y a très schématiquement trois façons de s'inspirer du vivant. C'est d'abord directement de prendre des organismes vivants entiers pour faire de la synthèse. Donc là, on est vraiment dans ce que les gens entendent bien par biotechnologie. Lorsqu'on a une réaction chimique intéressante dans un micro-organisme, évidemment, ça dépend d'une enzyme, et on peut passer à des procédés qui utilisent directement les enzymes, même si ça implique une étape d'isolement de cette enzyme à partir de micro-organismes qui coûte du temps, de l'énergie, des chercheurs. Et puis ensuite, on se retrouve avec des systèmes qui sont très efficaces, mais qui, hors de leur contexte cellulaire, peuvent être plus fragiles, moins efficaces. Voilà. Et puis, il y a l'approche très, très spécifique des chimistes qui est de dire je vais construire des objets qui vont ressembler à ces enzymes, et je vais vous en dire quelques mots très rapidement. Aujourd'hui, il y a un grand engouement pour cet aspect utilisation du vivant pour la synthèse chimique. D'une certaine façon, c'est ce que j'ai intitulé ici de la biologie à la synthèse, parce qu'il y a notamment cet aspect que vous voyez apparaître de plus en plus, cette notion de biologie synthétique,
qui aujourd'hui, et depuis pas mal de temps, prend les traits de cette approche très simple qui est d'utiliser soit des organismes vivants, je l'ai dit, soit, je l'ai dit aussi, des souches qui expriment spécifiquement un gène qu'on veut exprimer, parce que c'est un gène qui code pour une enzyme qui fait une transformation tout à fait intéressante, et aujourd'hui aussi par le fait d'utiliser, en la purifiant, cette enzyme directement. Ça, c'est la réalité aujourd'hui depuis longtemps. On voit apparaître maintenant, avec la disponibilité de presque 1 millier de génomes qui ont été séquencés, et la manipulation de plus en plus précise et efficace des organismes vivants, une approche que les gens appellent biologie synthétique, qui est d'aller plus loin dans la manipulation du vivant, et en particulier d'utiliser des organismes pour exprimer non pas un seul gène, mais plusieurs gènes en même temps, pour la production d'un composé d'intérêt, et même parfois plusieurs gènes manipulés pour produire des composés qui ne sont pas naturels. Hein, et je n'aurai pas le temps de développer ça dans des cours prochains. Je suis assez intéressé pour vous expliquer un peu quelles sont les tendances aujourd'hui dans ce domaine qui est tout à fait fascinant. Et puis aujourd'hui, on va même plus loin. Des résultats très, très préliminaires montrent qu'il est possible d'introduire à l'intérieur d'une bactérie dans laquelle on a enlevé le génome, d'introduire un génome synthétique. Hein. Évidemment, on est limité un peu par la taille. On ne va pas pouvoir, pour le moment, introduire le génome humain dans une bactérie, mais on commence à être capable d'introduire des gènes synthétiques, donc à volonté, et pour produire, à ce moment-là, des nouveaux génomes et donc de nouveaux organismes, encore une fois, pour la synthèse. Et là, les applications sont le rêve aujourd'hui, c'est, à partir de ces voies métaboliques non naturelles, d'utiliser des organismes pour produire des carburants, pour produire des médicaments. Et là, on commence à parler de microbes thérapeutiques, de drogues vivantes, de cellules minimales. Ce sont vraiment des choses qui sont tout à fait excitantes et en même temps qui posent très clairement la question de la sécurité, de la biosécurité, et il y a beaucoup de discussions autour de ça. Alors, d'une certaine façon, tout ça implique de comprendre le vivant et puis de l'exploiter comme on peut le voir ici, en le reconstruisant. D'une certaine façon, c'est une reconstruction du vivant. À une autre échelle, de l'autre côté, le chimiste reconstruit aussi le vivant, mais de façon plus modeste. Il reconstruit des petits morceaux. Alors, quand je dis reconstruit, c'est qu'il synthétise. Il reconstruit des petits morceaux de vivant. On a appelé ça longtemps de la chimie biomimétique. Aujourd'hui, on élargit à la chimie bio-inspirée, que je vais essayer de définir. Voilà, tout simplement, chimie biomimétique ou bio-inspirée part de de l'idée suivante. Lorsque vous avez un système enzymatique, je prends ici le cas d'une métalloenzyme dans laquelle vous avez un centre métallique, et il est bien établi maintenant que la chimie d'intérêt, la réaction qui nous intéresse, qui est catalysée par cette enzyme, se produit dans un tout petit espace qu'on appelle le site actif, autour de cet ion métallique. Bien évidemment, pour que l'ion joue son rôle, il faut que le substrat et cet ion métallique aient une interaction, et c'est pour ça que tout se passe ici. Évidemment, le reste de la protéine a un rôle très très important, on en a déjà dit un mot, on pourrait en reparler, mais disons que l'hypothèse de départ du chimiste, c'est de dire que si on réduit le problème de l'enzyme à cette toute petite partie, on n'est pas loin de la réalité chimique, catalytique, et donc c'est raisonnable de s'intéresser à ça. Et à partir de là, si c'est là que tout se passe, eh bien, en ayant des informations sur cette partie-là, on est capable, le chimiste est capable de synthétiser pratiquement n'importe quoi, et en particulier ici, il serait capable de synthétiser une petite molécule contenant l'ion métallique qui reproduit l'environnement de ce métal,
la première sphère de coordination, bien évidemment, mais également, éventuellement, les sphères plus lointaines. Alors cette approche-là, vous la comprenez très bien, elle implique évidemment une approche pluridisciplinaire qui implique de la chimie des protéines. Il faut identifier des protéines, peut-être cloner les gènes correspondants, purifier, l'enzyme recombinante éventuellement pour en avoir de plus grandes quantités, faire de la catalyse de la cinétique enzymatique sur ces composés, comprendre le mécanisme, etc. La biologie structurale est évidemment très très importante parce que bien évidemment c'est plus facile de modéliser un site actif si vous en connaissez la structure à une échelle atomique extrêmement précise. Encore qu'il y a eu dans l'histoire de la chimie biomimétique des résultats tout à fait intéressants qui utilisaient plutôt que la structure qui n'existait pas tout un tas d'informations de type spectroscopique en particulier pour produire des objets qui ressemblaient au site actif. Et bien évidemment, la chimie de synthèse, il n'y a pas de chimie digne de ce nom sans synthèse de molécules originales et bien sûr il faut être en capacité de produire ça. Voilà. Évidemment, voilà, très rapidement, les objectifs d'une telle approche, c'est découvrir de nouveaux catalyseurs peu coûteux, respectueux de l'environnement, et j'ai un peu réduit l'approche en disant c'est du plagiat, ou c'est évidemment une approche minimaliste, elle est revendiquée ainsi, mais bien sûr, vous avez vu qu'on réduit très lourdement le problème. À l'inverse, cette approche-là peut nous donner des informations sur le système enzymatique avec un outil beaucoup plus simple à manipuler. Et là, on est donc dans l'objectif de mettre au point des outils chimiques pour l'étude des enzymes et de leurs mécanismes. Voilà. Là où les choses ont un peu évalué, c'est est-ce qu'on fait du mimétisme ou c'est de l'inspiration. J'ai juste cité cet auteur américain, Eliot, qui en gros, si on fait du mimétisme, on ressemble plutôt à des poètes immatures. Les poètes immatures copient, les poètes accomplis dérobent ou volent. Enfin voilà. Et donc en étant inspiré plutôt qu'en copiant, on a une ouverture plus grande. Et c'est comme vous le verrez, une approche qui, au-delà du nom, sous-entend des méthodes et des concepts plus riches, disons. Bon, les avantages et les inconvénients, il ne faut pas évidemment se cacher qu'il y a aussi des inconvénients dans cette approche. Bon, il y a des avantages. Ces composés sont plus petits, sont faciles à synthétiser, à caractériser, ils sont moins coûteux que les enzymes, ou que les enzymes en particulier. Ils sont plus robustes dans certaines conditions extrêmes. Ils sont moins spécifiques du substrat. Ça peut avoir un intérêt si on veut avoir un catalyseur pour beaucoup plus de réactions. Et ils sont plus facilement modulables, évidemment, parce qu'une fois qu'on a synthétisé ça, le chimiste peut transformer à volonté cette molécule pour en améliorer les propriétés. À l'inverse, il y a des tas d'inconvénients qui sont qu'en général, ces catalyseurs n'ont pas les vitesses de réaction des enzymes, en particulier à température et pression ambiante. Donc c'est moins stable, moins de cycles catalytiques parfois, et moins soluble dans l'eau, moins sélectif. Donc il y a un certain nombre d'inconvénients. Voilà. Alors, ceci étant donné, très très rapidement, aujourd'hui, et on avait commencé la semaine dernière, aujourd'hui on va regarder comment cette approche va s'appliquer à un problème important aujourd'hui, qui est celui de l'énergie. Et je voulais juste vous rappeler, on en a discuté un petit peu la dernière fois, mais vous rappeler le contexte dans lequel aujourd'hui les chimistes intéressés par cette catalyse dans le domaine de l'énergie, ce contexte donc s'exprime. Bon, vous le savez, ce qui est prévu, c'est d'ici 2050 un doublement de la demande énergétique, s'expliquant par deux mécanismes. D'une part, un accroissement de la population mondiale. On vise à peu près 9-10 milliards d'habitants en 2050. Et évidemment, une activité économique extrêmement puissante des deux plus grands pays de la planète, la Chine et l'Inde, qui dépassent le milliard d'habitants chacun.
et qui sont dans une phase de développement et de besoins énergétiques très très importante. Le deuxième aspect, c'est une chose récurrente, à savoir que tout le monde est obsédé par le fait de limiter les émissions de gaz à effet de serre. En gros, ce qui est prévu, c'est que on va être pas loin d'un doublement du CO2 si on ne fait rien. Allez, là j'ai mis 2035, mais disons à la fin du siècle. Alors on peut discuter de ça. Il y a beaucoup de débats, hein, vous savez, d'une part sur est-ce qu'il faut vraiment s'attaquer à ce problème, quel est l'impact du CO2 sur le climat, enfin il y a beaucoup de questions là-dessus, ce n'est pas l'objet d'en discuter aujourd'hui. Et puis, sans doute, ce qu'il y a de plus important, c'est que eh bien, ces sources d'énergie absolument fantastiques que sont le pétrole, le gaz, le charbon, vont disparaître à terme. Et on peut penser que, en gros, à la fin du XXIe siècle, début du XXIIe siècle, il n'y aura plus ces sources d'énergie. Et pour le nucléaire, d'une certaine façon, en fonction des développements, ça ne sera pas à la fin du siècle, mais peut-être dans quelques siècles, qu'il n'y aura plus non plus d'uranium. Donc il faut s'attaquer à ces problèmes. Juste pour vous éclairer un petit peu des conditions dans lesquelles on est, voilà à peu près, donc la consommation globale d'énergie, c'est 13,13 terawatts mondial, annuel, et comme vous le voyez, ces sources qui vont disparaître, pétrole, gaz, charbon, constituent la grande masse à l'échelle de la planète, hein, parce que c'est très variable d'un pays à l'autre. Hein. En particulier, vous voyez, le nucléaire à l'échelle de la planète, ce n'est pas très, très important, mais pour un pays comme la France, ça l'est beaucoup plus. Néanmoins, vous voyez, tout ça va disparaître et il va falloir remplacer ça, non seulement remplacer ça, mais atteindre le double, hein, 25-27 terawatts. Et quand on regarde les potentialités, et c'est là qu'on arrive au sujet qu'on va développer aujourd'hui, quand on regarde les potentialités, vous voyez, ici c'est une échelle logarithmique, ce sont des évaluations qu'on peut trouver dans différents sites. Vous voyez la consommation actuelle, on doit doubler, alors doubler ça nous amène ici, mais en gros si vous regardez toutes les formes d'énergie disponibles, et si on évalue leur potentialité globale, on observe quoi? On observe une chose qui, de mon point de vue, est assez claire, il n'y a pas d'autre solution que le soleil comme source d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut développer que ça, il faut développer l'ensemble des sources d'énergie parce que l'énergie en 2050 ou en 2100 sera une énergie multiple, hein, il faudra exploiter l'ensemble des énergies possibles, mais très très clairement, il n'y a que le soleil qui dépasse largement en potentialité ce dont la population mondiale a besoin. Alors, très bien, une fois qu'on a dit ça, si on est convaincu, bien, il faut travailler sur le soleil. Le grand problème du soleil, c'est de le collecter et de le stocker. Donc il y a énormément de travaux qui sont développés aujourd'hui pour résoudre cette question-là. Une approche très très développée, vous en avez entendu parler, peut-être même certains d'entre vous ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Eh bien, on sait transformer l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique. Le problème, c'est qu'il faut le stocker. Donc, un des grands enjeux de cette stratégie, c'est de mettre au point les batteries les plus efficaces, les moins chères, les moins lourdes. Et pour le moment, ce n'est pas encore résolu. Comme vous le voyez, la quantité d'énergie qui peut être stockée dans une batterie est évidemment est de l'ordre de 100 fois moins importante que les carburants liquides que nous utilisons aujourd'hui. Donc là, il y a un gros travail à faire. Un autre aspect, je n'en parlerai pas, c'est que vous voyez... alors, oui, j'ai oublié de le mentionner. Donc, pourquoi le soleil, hein, donc, parce que... le Soleil envoie sur la Terre chaque année 10 000 fois l'énergie que consomme la population mondiale et que ce Soleil, évidemment, est disponible pour quelques milliards d'années. Une des activités du Soleil, c'est de produire de la biomasse, à peu près 100 terawatts par an. Vous voyez qu'on est largement au-dessus de la consommation mondiale. Donc, évidemment, il y a des stratégies pour utiliser la biomasse. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais ça pourra faire l'objet de cours ou de discussions
voir comment les chimistes peuvent intervenir dans des procédés pour utiliser la biomasse. Aujourd'hui, on va parler de la photolyse de l'eau. On en a déjà parlé la semaine dernière. Bill Rutherford vous a parlé du photosystème. Je vais en dire quelques mots. Et l'eau, la combinaison du soleil et de l'eau peut conduire à stocker l'énergie lumineuse sous forme d'hydrogène. Et pour ça, il faut des catalyseurs, je vais le dire. Et donc, moi, je vais parler du problème de l'oxydation de l'eau dans ce cours, photosynthèse artificielle. Et je suis très heureux d'accueillir Vincent Artero, qui est chercheur au CEA, et qui vous parlera de l'approche biomimétique pour produire des catalyseurs qui sont efficaces pour la réduction de l'eau en hydrogène. Voilà. Alors la réaction dont on parle, c'est celle-là. De la lumière plus de l'eau donne de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors tout le monde sait que si vous avez voilà, cette bouteille d'eau, elle est soumise à de la lumière, c'est pas vraiment le soleil, mais elle est soumise à la lumière, il n'y a pas d'oxygène et d'hydrogène qui se dégagent de cette bouteille. Donc l'eau n'agit pas directement sur l'eau. Donc pour faire cette réaction, il faut, pour simplifier, deux choses. Il faut un système de collecte des photons lumineux. Et comme l'a dit Bill, un photon est là pour, dans un mécanisme un peu compliqué, avec des molécules parfaitement adaptées à ça, à la création d'un trou et d'un électron qui évidemment vont très rapidement faire autre chose que de se recombiner, sinon c'est un photon de perdu. Et puis par ailleurs, il faut des catalyseurs pour pouvoir utiliser ces trous et ces électrons rapidement dans les voies que j'indiquais qui les empêchent de se recombiner. Et ce n'est pas un seul trou, un électron, parce que comme vous le voyez ici dans cette réaction, c'est 4 trous pour former de l'oxygène, et c'est 4 électrons pour former 2 molécules d'hydrogène. Vous voyez, 4 électrons pour réagir avec la molécule d'eau. Et donc, ces catalyseurs, dans le vivant, c'est le photosystème dont vous avez entendu parler, et ce sont les hydrogénases dont Vincent vous parlera. Alors, évidemment, pourquoi il faut tout ça ? Parce que cette réaction, l'eau qui donne de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est une réaction qui est thermodynamiquement très défavorable. C'est une réaction endergonique, c'est un delta G positif, et donc il faut lui apporter de l'énergie pour pouvoir faire cette réaction. Alors, je redonne ça, mais vous l'avez vu la semaine dernière, c'est une diapositive un peu chargée, mais que je vais essayer d'expliquer très rapidement. Il s'avère que depuis le milieu des années 90, on a à notre disposition, non, qu'est-ce que je raconte ? C'est les années 2000. Oui, c'est ça, c'est les années 2000. Début des années 2000, on a des informations structurales sur ce fantastique système qui est le photosystème 2. Je ne détaille pas tout ça, mais en gros, ce que font des organismes comme des plantes, c'est d'utiliser l'énergie lumineuse pour récupérer les électrons de l'eau, et ça c'est ce que le photosystème réalise. Ces électrons ensuite, à travers une chaîne de transfert d'électrons extrêmement complexe, finissent par produire des molécules comme le NADPH qui participent à la fixation du carbone pour transformer le CO2 en molécules organiques utiles pour l'organisme. Donc je suis ici. Il s'avère que ce photosystème 2, où se passe cette activation de l'eau, et avec production de l'oxygène comme déchet de la réaction, est un système extrêmement complexe avec de nombreuses protéines. Vous voyez, c'est une entité assez incroyable. Et cette entité-là, de plusieurs protéines, contient en son sein, on ne le voit pas très bien ici, mais on a enlevé toute la protéine pour sortir ici les cofacteurs redox.
contient tout un tas de molécules qui participent à la fois à la collecte de l'énergie lumineuse, que sont par exemple ces chlorophylles, ces phéophytines. D'autre part, un centre métallique, donc un catalyseur pour oxyder l'eau en oxygène, et enfin des accepteurs d'électrons pour pouvoir éjecter très rapidement les électrons qui sont produits pour les envoyer dans la chaîne de transfert d'électrons. Et suffisamment rapidement, à travers des distances qui peuvent être relativement longues, c'est ce que vous voyez dans les chiffres ici, 8 angstroms, 10, 9, envoyer ces électrons donc, pour qu'ils ne se recombinent pas avec les trous qui sont créés. Voilà. Alors, très rapidement, ce complexe-là est celui qui collecte la lumière et comme un photon produit une énergie d'1,8 électron-volt, donc 1,8 volts par électron, pour une lumière de l'ordre de 680 nanomètres. Ensuite, vous avez un électron qui s'en va et un électron qui va arriver ici, et ceci va séparer le trou et l'électron, de sorte que vous faites cette paire trou-électron. Les électrons vont servir, à travers cette chaîne, à réduire des quinones, et c'est pour ça que j'ai écrit le bilan de la réaction sous cette forme-là, qui est une réaction à nouveau très endergonique. On pourrait l'écrire autrement, mais j'ai choisi de montrer ça. Et c'est cette quinone ensuite qui s'en va donner ses électrons à d'autres partenaires. Ce qui est assez intéressant, c'est que ensuite, ce trou se propage jusqu'à un catalyseur ici à manganèse que je vais décrire, qui va s'oxyder, puisque je parle de trou, il va passer à des états d'oxydation de plus en plus élevés. Ce qui est intéressant, c'est que le trou qui est créé sur cette molécule par donc, perte d'un électron est un oxydant puissant. 1,25 volts, c'est tout à fait puissant. Si vous vous souvenez, le potentiel redox de l'eau, vous avez en tête 1,23 volts, mais là, on n'est pas à pH 0, on est à pH 7. Donc il faut mieux avoir 0,8, 0,9 volts. Donc vous voyez qu'on est largement au-dessus des 0,9 volts dont on a besoin pour oxyder l'eau. Il y a à peu près donc 300 millivolts de différence. Cela dit, on perd de l'énergie chaque fois qu'on enlève, qu'on propage un trou. Donc qu'est-ce qui se passe ici, lorsque vous avez créé cette entité avec une déficience électronique? Vous avez une tyrosine très très importante qui va envoyer un électron pour compenser cette charge électronique, et donc vous allez oxyder cette tyrosine. Cette tyrosine maintenant a un potentiel de 1,1 volt et c'est suffisant. Ensuite, suffisant donc pour oxyder l'eau, mais il n'y a pas de l'eau tout de suite sur la tyrosine, il y a le catalyseur à manganèse, et ce manganèse va envoyer un électron pour compenser la déficience électronique sur la tyrosine, et vous allez créer un manganèse à un état d'oxydation plus élevé, et vous arrivez à 1 volt. Vous êtes juste au-dessus pour faire l'oxydation de l'eau. Ce qui est absolument fascinant, je vais le redire dans la diapositive suivante, c'est que là j'ai décrit le transfert d'un trou, et le transfert d'un électron de l'autre côté, et il faut le faire 4 fois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous accumulez 4 charges positives sur le manganèse, et chaque fois vous pouvez le faire avec 1,1 volt. Ça veut dire que l'accumulation ici, et ça c'est une propriété absolument remarquable du catalyseur à manganèse ici, c'est-à-dire qu'à mesure que vous ajoutez des charges sur le cluster à manganèse, vous ne changez pas le potentiel redox. Voilà. Alors, bon, il y a eu un certain nombre de structures, milieu des années 2000 et puis fin des années 2000, mais les structures aux rayons X ne sont pas assez résolues pour avoir une réponse absolument claire sur la structure de ce cluster à manganèse où se fait l'oxydation de l'eau. Oui, parce que, excusez-moi, je redis la chose suivante, c'est qu'une fois qu'on a accumulé les 4 équivalents d'oxydants sur le manganèse, les 4 trous sur le manganèse, il a la capacité de fixer une molécule d'eau ou deux,
et de transformer cette molécule d'eau en oxygène. Et vous avez vu que c'est une oxydation à 4 électrons. Et c'est pour ça que ce chiffre 4 est si important. Donc, bon, je ne rentre pas ici dans le détail, ça serait un petit peu trop compliqué, mais simplement ici, c'est une première proposition d'un cluster en manganèse. Encore une fois, la discussion est ouverte. Ce qui est absolument sûr, c'est qu'il y a 4 atomes de manganèse et 1 atome de calcium. Ici, la proposition, c'est que vous avez une organisation de 3 manganèses, 1 calcium dans ce cube, avec des ponts oxygène, et un de ces ponts oxygène lie un 4e atome de manganèse. Ça, c'est une première proposition qui fit à peu près bien avec la densité électronique. Mais vous voyez les résolutions des structures, 3,5 angstrom en 2004. Alors, ça nous donne une information sur ce cluster, et en même temps, il faut évidemment réfléchir aussi à la façon dont ce système fait rentrer de l'eau, fait partir de l'oxygène, donc il y a une circulation de gaz à l'intérieur de cette protéine, et fait circuler des protons, donc il y a des chaînes de transfert de protons, je ne détaille pas, et des chaînes de transfert d'électrons. Les chaînes de transfert d'électrons, elles sont à peu près bien identifiées, puisque comme vous le voyez, vous avez le cluster de manganèse ici, vous avez la tyrosine là, et vous avez P680. Donc on sait que les électrons vont partir comme ça. On sait moins de choses sur les chaînes de transfert de protons et sur le canal de l'oxygène. Ça, c'est une structure. Il y a une deuxième proposition, vous voyez, plus récente, 2009, notamment qui combine une relecture de la densité électronique du photosystème et des mesures EXAFS extrêmement précises, qui propose, vous le voyez ici, le même cube, calcium en vert, mais avec un manganèse qui n'est pas lié directement à un des ponts oxygène ici, mais il y aurait un pont oxygène supplémentaire pour avoir un manganèse oxo-manganèse avec cet oxo qui ne fait pas partie du cluster. Et donc ça, c'est une autre proposition de mécanisme, mais ça ne change pas bien les choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma qui est extrêmement complexe, mais pour dire que, en gros, la façon dont les chimistes aujourd'hui interprètent cet incroyable système métallique pour faire de l'oxydation de l'eau, c'est que l'accumulation de charges positives sur les atomes de manganèse qui, à la fin, et c'est une proposition, termine sous la forme d'un ion manganèse 5 et de 4 ions manganèse 4+, conduisent donc à des entités qui sont des très très bons acides de Lewis, qui permettent la déprotonation au moins d'une molécule d'eau, peut-être de 2, une molécule d'eau qui se trouve sous forme de manganèse oxo sur le manganèse ici terminal, et puis une deuxième molécule d'eau qui est fixée sur l'atome de calcium, et cet atome de calcium est aussi un bon acide de Lewis, il peut transformer la molécule d'eau, ici je l'ai présenté sous forme d'un hydroxyde, et vous êtes ici parfaitement bien structuré pour avoir ce qui est la clé de la formation de la liaison de la molécule d'oxygène, c'est la création d'une liaison oxygène-oxygène. Vous voyez, vous avez 2 molécules d'eau, il faut créer une liaison oxygène-oxygène. Et c'est ce qui se produit ici, et l'hypothèse étant que vous avez une sorte de peroxyde intermédiaire qui ensuite perd 2 électrons pour devenir de l'oxygène. Donc, la première étape, alors ça, bon, enfin, je ne crois pas que ce soit nécessaire de le montrer, mais simplement, vous avez tout au long de ce parcours l'arrivée, l'oxydation qui démarre ici, voilà, vous avez, non, qui démarre même ici, voilà, vous avez une première oxydation, une deuxième oxydation, une troisième oxydation, une quatrième oxydation, et là vous avez vos atomes de manganèse qui initialement étaient manganèse 3, manganèse 4, manganèse 3, et où il est l'autre manganèse 3, qui finissent donc avec des états d'oxydation plus élevés, comme j'ai indiqué ici, manganèse 5 et 4,4,4. Alors, la première étape, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, hein, c'est qu'on a une formation d'un peroxyde. Alors, oxydé de l'eau en H2O2 à pH 7, c'est 1,4 volts.
vous voyez que j'ai parlé de à peu près 1,1 volt, donc ça ne colle pas, donc on ne peut pas faire des peroxydes si on ne déprotonne pas. En réalité, si on déprotonne la molécule d'eau, cette réaction est plutôt de l'ordre de 0,95 volts, 1 volt, et ça colle avec l'oxydant qui est la tyrosine à 1,1 volt. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'oxydation de l'eau oxygénée en O2, et ça, à pH 7, c'est 0,25 volts, donc ça, c'est assez facile. Voilà. Donc, les propriétés remarquables de ce centre à manganèse, et je crois que je termine là, après je parlerai des approches biomimétiques et bio-inspirées. Donc, ce qui est fantastique avec ce système, et je le dis tout de suite, qu'on n'a pas réussi à reproduire en laboratoire, c'est le fait qu'il est capable d'accumuler 4 équivalents oxydants. Donc, à nouveau, on passe d'un état 2, 3, 4, 4 à 5, 4, 4, 4. Donc, comme vous le voyez, il y a 2 atomes de manganèse qui sont dans le cube, qui ne changent pas d'état redox. Et la proposition qui est faite, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui change d'état redox dans le cube, mais que la plupart des équivalents oxydants s'accumulent sur le manganèse qui est isolé par rapport au cube. Une lecture très rapide de ce diagramme de Frost, c'est que si vous regardez cette courbe bleue, donc ça c'est les différents états redox de l'eau jusqu'à l'oxygène, à H2O, OH point, H2O2, O2 Si vous faites des oxydations à un électron de l'eau, c'est extrêmement défavorable sur le plan thermodynamique, et en particulier parce que la première oxydation est très 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 défavorable. A l'inverse, une oxydation à 4 électrons est beaucoup plus favorable. Vous pourriez faire une oxydation à 2 électrons, puisque vous voyez, la pente de cette courbe est inférieure à celle-là, donc l'oxydation directe de H2O en H2O2 est plus favorable. Donc, oxydation à 4 électrons, plus favorable qu'oxydation à 2 électrons, et sûrement pas oxydation à 1 électron. Si vous reportez ici les états redox de l'état du centre à manganèse, vous observez ici que le potentiel de l'état le plus oxydé du cluster en manganèse est juste celui qu'il faut, on est toujours à 1 volt, vous voyez, 0,9, 1 volt, est juste celui qu'il faut pour oxyder la molécule d'eau. Donc la nature a réussi à construire un truc qui a juste le potentiel pour faire l'oxydation de l'eau. Pas plus, pas moins non plus, parce que si c'était moins, il ne se passerait rien. Et cette courbe en violet vous montre le même processus s'il n'y avait pas de sortie de protons à mesure qu'on chargeait en charge positive par oxydation. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette d'évacuer les protons chaque fois que vous ajoutez une charge positive, parce que si vous partez de ça et que vous oxydez et qu'il n'y a pas de départ de protons, ça va être très difficile à oxyder à nouveau. Si vous dégagez un proton, vous vous trouvez dans cet état-là, ça neutralise et ça sera plus facile à oxyder, et ainsi de suite. Donc la question du transfert de protons est extrêmement essentielle. Ce n'est pas sûr que les gens qui fassent des systèmes biomimétiques pensent toujours à cet aspect des transferts de protons. Et puis ce que j'ai déjà dit, ce qui est absolument remarquable, c'est que le potentiel reste constant à 1 volt à chaque oxydation. Quand les chimistes font, je vous le montre ici, mais font des systèmes polynucléaires de manganèse et qu'ils les oxydent par voltammétrie cyclique, en fait, vous faites une première oxydation à un certain potentiel et l'oxydation suivante se fait à peu près à 300, 400, 500 millivolts au-dessus. Ce n'est pas ce qui se produit dans le système du photosystème. Alors à partir de là, donc, on a un magnifique système à copier, à mimer, à modéliser, qui est ce centre à manganèse. Est-ce qu'on peut inventer des catalyseurs qui vont faire comme le système en manganèse, fixer l'eau, 2 molécules d'eau, s'oxyder à un potentiel tel que la contrainte thermodynamique va être levée, que les déprotonations vont pouvoir être faites et qu'on va pouvoir créer la liaison oxygène-oxygène. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Voilà ce qu'on vise. L'activité du système naturel, c'est à peu près une production de 1000 atomes d'oxygène par seconde. Vous verrez, on en est très loin.
dans la littérature, dans l'histoire de cette chimie-là, le premier complexe. Donc là, si vous voulez, ce que je vais faire, parce que je tenais vraiment à passer du temps pour essayer de vous faire comprendre vraiment la puissance de ce système de manganèse dans le photosystème, ses propriétés chimiques tout à fait caractéristiques. Là, ça va aller un peu plus vite parce que je vais vous montrer un certain nombre de structures, de complexes, sans trop rentrer dans le détail. Ici, je vais y rester un tout petit peu pour vous montrer un peu comment on fonctionne expérimentalement. Donc, le premier complexe, c'est ce qu'on appelle le catalyseur de Brudvig. Gary Brudvig est donc un chercheur américain qui a produit ce complexe, qui est un complexe avec 2 atomes de manganèse. Il n'y en a pas 4, il y en a 2 qui sont couplés par 2 ponts oxygène. Et donc, c'est un papier qui est sorti dans Science en 1999, voilà, il y a 10 ans, le premier catalyseur supposé, modèle du photosystème, c'est 99 Brudvig. Le problème, c'est que ces systèmes-là dont je vais parler ne sont pas des systèmes dans lesquels on a de la photo-oxydation de l'eau, ce sont des systèmes dans lesquels on a de l'oxydation de l'eau en utilisant un oxydant qui permet de passer à des états redox, des hauts degrés d'oxydation du métal pour faire l'oxydation de l'eau. Le problème dans ce système, c'est que il y a beaucoup de débats, savoir s'il y a vraiment de l'oxydation de l'eau sur ce système. Il n'y a aucune raison de passer beaucoup de temps là-dessus. Mais en gros, ce système, il marche lorsqu'on utilise des oxydants qui contiennent des atomes d'oxygène. Alors ça, c'est troublant parce que, évidemment, on peut toujours se demander s'il n'y a pas des réactions annexes de type ce genre de réaction avec ClO-, qui produisent de l'oxygène sans passer par un vrai mécanisme d'oxydation de l'eau. Et en particulier, il y a un oxydant qui est très très utilisé pour ne pas être dans cette problématique d'un oxydant qui contient de l'eau, des atomes d'oxygène, c'est le cérium 4. Et il s'avère que ce système n'oxyde pas l'eau en oxygène. Il n'y a pas de dégagement d'oxygène si du cérium 4 est utilisé. Donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Une des pratiques courantes dans ce domaine, et tout le monde fait ça, c'est de faire des réactions de marquage isotopique pour essayer de démontrer que, en gros, l'idée est très simple, c'est que si vous utilisez de l'eau marquée à l'oxygène 18, et si vous trouvez de l'oxygène O2, le gaz oxygène, contenant uniquement des atomes d'oxygène 18, d'une certaine façon, vous avez un argument pour dire que l'eau est le précurseur de cet oxygène, donc que vous avez fait de l'oxydation de l'eau. Bon, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, vous avez tout un tas de réactions d'échange qui sont possibles. Lorsque vous arrivez à une entité du type de celle que j'ai montrée dans une diapositive précédente, c'est-à-dire métal-oxo, vous pouvez avoir des réactions d'échange avec le solvant H2O18 qui fait que vous n'avez pas vraiment de molécules d'oxydation de l'eau parce que vous avez un marquage avec l'oxygène 18. Donc c'est assez compliqué. Pendant longtemps, ça a été le seul système modèle. Vous voyez que celui-là, celui de Brudvig, il est assez biomimétique, même s'il n'y a que 2 manganèses au lieu de 4, mais il y a du manganèse, il y a des ponts oxo, comme dans le cube. Et là, on commence à s'en éloigner un petit peu, parce que ce sont des porphyrines de manganèse. Ici, l'idée de Naruta, c'était de dire, si je veux créer une liaison oxygène-oxygène, il faut que je force mon catalyseur pour que les 2 atomes d'oxygène soient proches l'un de l'autre pour créer les conditions de cette création de la liaison oxygène-oxygène. C'est ce qu'il a fait. Ici, c'est un système où il utilise un peracide pour faire des entités métal-oxo. Et il semble démontrer que lorsqu'il a fait ça, il est capable de produire de l'atome une molécule d'oxygène par recombinaison de ces 2 atomes d'oxygène. Voilà.
Et lorsqu'il utilise de l'eau marquée à l'oxygène 18, et effectivement, il trouve de l'oxygène marqué, enfin une molécule d'oxygène marquée avec des atomes oxygène 18, qui donc semblerait indiquer que, en effet, ces atomes d'oxygène réagissent entre eux pour donner une molécule d'oxygène. Cela dit, ce système n'est pas catalytique, il ne fait qu'un seul tour. Simplement, il montre qu'en effet, en rapprochant les deux atomes d'oxygène, on peut produire une molécule. Autre système, vous voyez, on est en 2005, le système de Mackenzie, là aussi, c'est un système qui se rapproche d'une certaine façon de celui de Brudvig. Et là, on a deux atomes de manganèse couplés par des ponts, ici ce sont des ponts carboxylataux, ce n'est pas des ponts oxo, mais ce n'est pas bien important. Le problème à nouveau, c'est que c'est un système qui marche plutôt bien avec un oxydant qui contient des atomes d'oxygène, et en particulier un peroxyde, et ça c'est un peu embêtant, et donc ce système-là est aussi sujet à controverse. Néanmoins, vous voyez, ce sont des systèmes qui ne marchent pas très vite. Tout à l'heure, j'ai dit 1000 par seconde. Ici, c'est des activités qui sont de l'ordre de 6 pour 3 heures. Donc, on est très très loin de... Mais à cette époque-là, ce sont des activités qui commencent à être intéressantes. Bon, il y a une chose qui est tout à fait curieuse dans ce système, c'est lorsque vous faites du marquage isotopique, vous observez 100% d'une molécule d'oxygène qui est mixte, oxygène 16, oxygène 18. Voilà, et ce qui fait que le bilan de la réaction est celui-là. Donc c'est un mécanisme qui n'est pas vraiment celui du photosystème, avec deux atomes d'oxygène qui viennent de la molécule d'eau pour former l'oxygène moléculaire. Le dernier système à manganèse dont je vais parler, c'est celui de Dismukes, qui est intéressant à certains titres et puis moins à d'autres. Donc c'est un papier, vous voyez, publié en 2008. C'est un tétranucléaire à manganèse. Donc là, ça commence à ressembler pas mal au système photosynthétique, avec des ligands un petit peu particuliers ici, qui sont des diarylphosphidates, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais vous voyez, vous avez 4 atomes de manganèse et des ponts oxygène. Alors évidemment, c'est différent du système photosynthétique, puisque j'ai dit que dans le cube, il y avait 3 atomes de manganèse et un atome de calcium, et le 4e manganèse était ailleurs. Bon, ici, c'est les 4 atomes de manganèse dans le même système. Bon, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Néanmoins, en présence de lumière, qui est absolument nécessaire, parce que pour que ce système fonctionne, il faut évacuer un ligand. Cet effet de la lumière produit une molécule d'oxygène, supposée être une réaction entre deux ponts. Donc il faut de la lumière et il faut également une surtension de 1 volt. Donc c'est un système qui marche, qui fait de la production de l'oxygène, qui tourne, mais néanmoins qui demande beaucoup d'énergie, et on est encore très loin de ce qui est recherché. Alors, voilà ce qui a été fait. Je crois vraiment avoir fait le bilan de ce qui a été fait en termes de complexe de manganèse. Et donc, comme vous le voyez, on est encore très très loin. Le chimiste aujourd'hui n'a pas été capable de produire, comme ça l'est pour d'autres systèmes enzymatiques, pour la modélisation d'autres systèmes, mais dans ce cas précis, le chimiste n'a pas été capable de reproduire par synthèse un catalyseur qui soit à manganèse, qui soit capable de faire de l'oxydation de l'eau et encore moins de la photooxydation de l'eau. Peut-être les plus grands succès pendant longtemps ont été obtenus avec les complexes de ruthénium. Le ruthénium a tout un tas d'avantages dans ce contexte-là. C'est un métal qui peut acquérir plusieurs degrés d'oxydation,
ruthénium 3, 2 même, 3, 4, 5. Il y a beaucoup d'exemples dans la littérature. Donc c'est ce qu'on recherche d'un métal qui doit faire cette réaction d'oxydation de l'eau, passer à des très hauts degrés d'oxydation. Deuxièmement, c'est un métal qui est connu, enfin c'est assez normal d'ailleurs, mais à cause de ses propriétés d'acidité de Lewis, de perdre des protons à mesure que les électrons sont perdus. Et c'est exactement ce qu'on cherche, vous vous souvenez, il faut à la fois accumuler des charges positives et perdre des protons. En gros, j'ai fait une moyenne, mais on est avec les meilleurs systèmes de l'ordre d'un oxygène par seconde, donc on est 1000 fois moins que le système photosyntétique, mais comme vous allez le voir, on a maintenant des systèmes qui tournent. Voilà. Il y a eu un très très grand engouement pour les complexes binucléaires de ruthénium. Voilà quelques exemples, et sans doute le plus fameux, le premier, c'est le complexe de Meyer. Vous le verrez dans la littérature appelé sous le nom de Blue Dimer. C'est un complexe de ruthénium avec un pont oxo. Pendant longtemps, ce complexe n'a fait qu'un seul tour catalytique, et puis s'est arrêté. Et ça a duré pendant presque 20 ans. Maintenant, il est plutôt autour d'une centaine de cycles catalytiques. Et puis, il y a eu différentes versions, beaucoup en changeant les ponts. Vous voyez ici le pont oxo, mais là, on a des ponts de type pyrazole. C'est différent. Voilà quelques versions. Jusqu'en 2009, il y a des gens qui font des manipulations de ce complexe pour l'améliorer. Voilà, Liobet, Tumel. Et l'idée ici, à nouveau, l'idée du chimiste, ici, c'est de dire que dans ce cas-là, ça ne marche pas bien parce que, vous voyez, il y a une rotation possible autour du ruthénium, oxygène, ruthénium, ça tourne, donc ça ne met pas obligatoirement ces deux atomes d'oxygène de l'eau, parce que c'est là que va se former la liaison oxygène-oxygène pour former la molécule d'oxygène. Ça ne va pas fonctionner bien. Par contre, avec certains ligands, on va pouvoir forcer les deux atomes d'oxygène de telle sorte qu'ils se mettent à proximité l'un de l'autre pour qu'au moment où c'est favorable, se forme cette liaison oxygène-oxygène. Et c'est un peu ça toute la stratégie de ces complexes. Et comme vous le voyez, on peut atteindre maintenant des milliers de cycles catalytiques. À nouveau, ce n'est pas de la photo-oxydation, on utilise un oxydant, de préférence le cérium 4, pour faire la réaction, pour montrer les potentialités de ces complexes. Et il y a un dernier, et sans doute, enfin, c'est à ma connaissance dans les littératures, le meilleur complexe, un complexe un petit peu particulier, qui combine donc un ligand azoté, un petit peu comme celui de Brudvig, c'est une terpyridine, avec des complexes de ruthénium. Vous voyez, cette organisation permet de confronter à nouveau les deux atomes d'oxygène pour qu'ils puissent plus facilement faire une liaison oxygène-oxygène ici. Et puis, il y a une quinone ici qui joue un rôle extrêmement important pour dégager les électrons et les protons. Bon, je crois que je vais sauter ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, si, ça en a, mais je ne voudrais pas passer trop de temps là-dessus. Évidemment, dès que l'on a un catalyseur qui est capable d'oxyder l'eau en utilisant un oxydant comme le cérium, la question se pose de savoir si on peut aller plus loin et faire un système qui conduirait à une photo-oxydation de l'eau. Il faut tout de même un accepteur d'électrons, parce que dans ce système, vous voyez, on n'a pas la quinone ou le carbone, le CO2, pour récupérer les électrons en bout de chaîne. Donc il faut un accepteur d'électrons. Ici, voilà un oxydant accepteur d'électrons. Voilà le complexe de Meyer, le Blue Dimer. Et donc, vous voyez, très très récemment, il y a eu une version de photoproduction de l'oxygène en utilisant ce complexe. Alors, ici, c'est un complexe binucléaire de ruthénium, mais le photosensibilisateur est aussi un complexe de ruthénium. D'une certaine façon, c'est une coïncidence, mais faites attention de ne pas vous mélanger entre ces deux aspects.
c'est assez classique, hein. Les chimistes utilisent très volontiers ce qu'on appelle le complexe ruthénium tris-bipyridine comme photosensibilisateur parce que c'est un complexe qui est capable de prendre un photon et de générer, par perte d'un électron qui va dans l'accepteur d'électrons, de générer une espèce ruthénium 3+, qui est suffisamment oxydant, qui a le potentiel pour oxyder l'eau en oxygène. Voilà, donc ici c'est un des rares exemples, hein, d'utilisation d'un complexe dans lequel vous avez un accepteur d'électrons, vous mettez de la lumière, vous avez un photosensibilisateur qui a la fonction du P680 dont je parlais, qui est présent dans le pigment 680 qui est présent dans le photosystème. Et on est capable de faire de l'oxygène à partir de l'eau. Les gens s'intéressent aussi à comprendre le mécanisme. Est-ce qu'on a un mécanisme un petit peu comme celui qu'on soupçonne dans le système photosynthétique? Vous vous souvenez, dans le système photosynthétique, on soupçonne qu'il y a un manganèse-oxygène avec un calcium-oxygène, et que les deux réagissent, enfin c'est un calcium-OH, avec une attaque nucléophile de l'OH sur l'oxygène. Est-ce qu'il se passe des choses comme ça ici? Et notamment, c'est un travail, vous voyez, tout à fait récent, 2009, avec le complexe de Liobet, qui est ce complexe ruthénium-ruthénium avec ce pont pyrazole au milieu qui force les deux atomes d'oxygène ici. Donc il y a deux types de mécanismes extrêmes, hein, qu'on peut envisager pour ce type de réaction. Soit vous créez deux entités ruthénium-oxo, donc avec des molécules d'eau déprotonées et avec des hauts degrés d'oxydation du métal, qui conduit à la formation de la liaison oxygène-oxygène et au départ de la molécule d'oxygène, soit un mécanisme dans lequel vous avez une molécule d'eau qui vient attaque nucléophile sur cet oxygène très électrophile, à cause du fait qu'il est déprotoné et que le ruthénium est à un très haut degré d'oxydation, et vous faites une entité peroxo intermédiaire, qui ensuite est oxydée à 2 électrons parce que vous avez les équivalents oxydants sur l'autre ruthénium qui le permet. Bon, Liobet a fait toute une série d'expériences tout à fait claires et tout à fait intéressantes qui, en gros, je ne détaille pas ici, mais en fonction de marquages divers du catalyseur lui-même, vous voyez, avec ces deux atomes d'oxygène, ou du solvant, vous voyez, il y a des quantités variables de marquage, montrent que les résultats expérimentaux collent avec un mécanisme intramoléculaire, c'est le mécanisme en rouge, et non pas avec le mécanisme nucléophile qui est indiqué en bas. Hein, vous voyez cette expérience 1, 99,5, ça colle avec 99,5. Ici, 74,6, intra, 70,34 avec 69,97, alors que le nucléophile, c'est 74, et etc., etc., etc. Donc, en gros, ce tableau fait d'une série d'expériences montre clairement qu'on a un mécanisme qui est plutôt de ce type-là. Après cette famille de binucléaires de ruthénium, on passe à un système tout à fait intéressant qui a été produit en 2008, qui sont... donc c'est un système qui est un polynucléaire de ruthénium, vous voyez, 4 atomes de ruthénium, au sein d'un polyoxométallate. Les auteurs de ce travail sont capables de synthétiser ce genre de matériaux de façon contrôlée, et ils ont démontré qu'en présence de cérium, à nouveau de cérium 4, il y avait de l'oxydation de l'eau en oxygène. Et très récemment, vous voyez, c'est un papier qui est même sous presse, en 2009, ils ont été capables de faire une version tout à fait semblable à celle que j'ai montrée précédemment avec le complexe de Mérière, une version photo-oxydation de l'eau, en utilisant à nouveau le même d'ailleurs accepteur d'électrons, le même photosensibilisateur, ce catalyseur, et ils sont capables de faire de l'oxydation de l'eau en oxygène. Donc c'est un joli travail, vous voyez, on commence à s'approcher de conditions qu'on espère atteindre. Alors, peut-être une des choses les plus troublantes ces tout derniers temps, c'est le fait que
les gens ont constaté qu'il n'y avait pas besoin d'un complexe polynucléaire. Il y avait une sorte d'idée comme ça préconçue que puisque le photosystème, puisque la nature avait choisi de mettre 4 atomes de manganèse et 1 atome de calcium, c'est qu'il fallait obligatoirement plusieurs atomes métalliques pour faire cette réaction. Ça peut se comprendre parce que, à nouveau, si vous voulez accumuler des équivalents oxydants, c'est plus facile de les répartir sur différents ions métalliques plutôt que de les accumuler sur un seul. Or, aujourd'hui, il est assez clair qu'on peut faire de la catalyse d'oxydation de l'eau par du cérium, par exemple, en utilisant des complexes mononucléaires, et en particulier mononucléaires de ruthénium, et ça a été fait, ou d'iridium, et comme vous le voyez, on peut faire plusieurs centaines, peut-être milliers, de cycles catalytiques. Ce sont des systèmes qui sont relativement stables pour faire ces réactions d'oxydation. Et à nouveau, très très récemment, les auteurs de ces travaux ont pu montrer, mettre en évidence des mécanismes de réaction. Vous voyez, ici, c'est un travail de Tumel qui a fait varier, il a produit un très grand nombre de complexes mononucléaires de ruthénium en changeant la sphère de coordination du métal. Et le meilleur complexe est celui-ci, avec 1000 turnovers, 1000 cycles catalytiques environ pour une vingtaine d'heures, plusieurs travaux, aussi bien ceux de Tumel que de Meyer, montrent assez clairement que c'est un mécanisme dans lequel vous avez addition de l'eau, déprotonation en même temps que oxydation du métal par le cérium 4, puisqu'il y a un oxydant, c'est le cérium, et ensuite vous avez création d'une entité ruthénium-oxo extrêmement électrophile qui permet l'attaque d'une molécule d'eau, et vous passez par un intermédiaire hydroperoxyde qui ensuite est oxydé pour donner de l'oxygène. Donc avec un seul atome de ruthénium, vous êtes capable de faire cette oxydation. Et Meyer, très récemment, a même identifié la formation d'une entité peroxyde intermédiaire à partir d'un ruthénium oxo par attaque d'une molécule d'eau. Voilà, je termine sur ces deux ou trois transparents, 2 ou 3 diapos. Sans doute, la chose qui est le résultat le plus à la mode aujourd'hui, c'est un résultat qui a été publié dans Science par Nocera, qui est professeur au MIT aux États-Unis, et qui a, en gros, en travaillant sur des complexes de cobalt, je simplifie, a montré qu'il avait, lorsqu'il était dans un tampon phosphate et qu'il faisait de la voltammétrie cyclique sur des sels de cobalt, il observe, d'une part, une vague catalytique autour de 1,23 volts, qui correspond à l'oxydation de l'eau en oxygène, et d'autre part, il observe, dans certaines conditions, un dépôt de nanoparticules de cobalt. Et donc, il arrive au résultat que, avec un système très simple, produit donc dans ces conditions-là des nanoparticules de cobalt qui sont des oxydes de cobalt et des oxydes et des phosphates de cobalt, c'est-à-dire on ne peut pas faire plus simple, il y a une catalyse d'oxydation de l'eau en oxygène avec des très bons rendements. Le marquage isotopique montre bien qu'il s'agit d'une oxydation de l'eau. Bon, certes, il y a des surtensions, 400 millivolts. C'est assez difficile d'évaluer, parce que c'est un matériau solide qui se dépose sur les électrodes, d'évaluer le nombre de cycles catalytiques. Mais c'est un système qui, pour le moment, fait couler beaucoup d'encre. Et je vais terminer juste sur une application. Je ne vais pas en parler plus. Je vais juste donner cette application publiée en 2009, et je terminerai là-dessus. Donc des auteurs ont rebondi sur cette découverte que de simples nanoparticules de cobalt étaient capables de catalyser cette oxydation pour faire de la photo, pour faire une photoanode, pour faire de la photo-oxydation de l'eau en oxygène. Donc c'est une combinaison d'oxyde de fer, qui est un très bon matériau pour faire une photoanode. C'est un matériau qui est peu coûteux, qui est robuste, qui absorbe dans le visible, dont le potentiel de la bande de valence est tout à fait adéquat pour ça.
vous envoyez de la lumière, donc c'est un semi-conducteur, vous envoyez de la lumière, cette lumière excite un électron qui est utilisé pour faire de la réduction de l'eau en hydrogène, et grâce au dépôt de ce catalyseur nanoparticules de cobalt, phosphate cobalt, oxyde de cobalt, sur l'anode, il y a une catalyse de l'oxydation de l'eau en oxygène. Et ici, c'est juste pour montrer que si vous utilisez simplement le matériau oxyde de fer et que vous le comparez au même matériau dans lequel vous avez déposé ce catalyseur à base de cobalt, vous gagnez en surtension quelque chose de l'ordre de 350 à 400 millivolts. Donc, c'est aujourd'hui un système qui, encore je le dis, fait couler beaucoup d'encre et sur lesquels les gens essayent de voir si c'est vraiment un matériau intéressant pour des applications. Voilà, j'en ai terminé, j'ai 5 minutes de trop, mais on va enchaîner. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est, j'espère que vous avoir convaincu de vraiment la fantastique beauté de ce système à manganèse présent dans le photosystème 2. C'est un catalyseur absolument incroyable. Ce qui explique que depuis toujours, depuis qu'on sait qu'il y a un photosystème qui existe, depuis qu'on sait qu'il y a du manganèse, les chimistes essayent de comprendre comment il est constitué, comment il fonctionne, comment on peut le recréer de façon synthétique. Je vous ai montré, je crois, de façon assez complète, l'ensemble des approches des chimistes pour faire ça. Et aujourd'hui, avec cet oxyde de cobalt, on est sur des approches qui sont moins moléculaires, mais il faut faire attention. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à évaluer sur cet oxyde de cobalt pour conclure que c'est la solution que les chimistes ont trouvée aujourd'hui. Vous voyez, là, on est très, très bio-inspiré, parce qu'il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de calcium, on n'est qu'avec du cobalt. Néanmoins, je ne l'ai pas montré, mais néanmoins, une étude très, très récente, sous presse, JAX 2009, semble suggérer, par des études de Exafs en particulier, semble suggérer qu'on a des structures de ce type-là, avec des phosphates ici et puis des ponts oxo, et ça, c'est des atomes de cobalt en bleu, et comme vous le voyez, c'est quelque chose qui peut ressembler un peu au cluster de manganèse. Donc, c'est quand même bio-inspiré. Je vous remercie.